Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Nous avons le plaisir ce matin d'avoir comme invité Thomas Boucher, paysagiste urbaniste. Thomas est sorti de l'école du paysage en 2001 dans une promo excellente, exceptionnelle. Et en 2007, il a ouvert son agence de paysage Praxis. Praxis qui englobe en grec à la fois le sujet à la fois le mot pratique, transformation et équilibre, qui correspond très bien à notre métier. En 2009, il remporte les Jeunes Albums et je dirais que depuis 2009, au sein de ton agence, avec ton associé Benoît Bagnot qui est présent dans la salle, vous travaillez, moi j'ai l'impression, en fait, en te voyant comme une lame de fond, une force tranquille qui fait du projet de paysage, voilà, et à toutes les échelles et sur tous les défis. Voilà, c'est un peu la vision que j'ai de votre travail. Et ce matin, donc, tu nous présentes une expérience de paysage avec ce titre Sensation, qui est à la fois la sensation du paysagiste lui-même quand il fait du projet de paysage, mais aussi les sensations que l'on a dans tous ces aménagements assez merveilleux qui sont faits par cette profession. Merci beaucoup Thomas, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Béatrice, merci de m'avoir invité pour cette conférence. Donc c'est une première image qui est sur cette interrogation du lieu, et c'est une image que j'aime bien parce qu'en fait il y a presque rien entre la plage de Galets, la mer et le ciel, et il y a quand même deux couples qui sont là à observer cette nature, ce paysage, et un tout petit bateau au loin. Et c'est cette question chez les transcendantalistes américains, ils disent qu'on dépose nos souvenirs dans les paysages. Et donc il y a un lien comme ça extrêmement intime entre nous et les paysages et cette question de la mémoire, qui peut être aussi une question qu'on peut retrouver chez d'autres avec la question de la sensation, avec Proust, ou la sensation réactive, ce qu'on appelle les mémoires involontaires. Voilà, et que donc on est tout le temps habité par les lieux qu'on a vécu, qu'on a pratiqué. On a tous des souvenirs d'avoir. Alors avec Proust, il y a la Madeleine qui est le plus connu, mais il y a d'autres souvenirs. Enfin, il y a d'autres exemples dans La Recherche du temps perdu où il marche dans une cour et il est transporté rien qu'avec la sensation du pas dans une autre cour. Et on a tous. Moi, j'ai des souvenirs de Bretagne. Le fenouil me transportera toujours en Bretagne, le chant de la tourterelle. Et je pense que tout le monde a ces souvenirs-là. Et c'est une manière de montrer qu'on est tous intimement liés au lieu. Donc on s'est amusé à faire ça. C'est un certain nombre de gens qui travaillent à l'agence. Donc il y a Benoît Fagnou, mon associé. Il y a Alice qui est là, qui est en charge de la communication à l'agence. Voilà. Et sur notre carte d'identité, il y a là où on est né et là où on habite. Et en fonction de ça, en fait, on a une image nous-mêmes et on renvoie une image aux autres. Donc après, on peut faire le jeu à l'infini. Si on est né à Rio de Janeiro et qu'on travaille à New York, on renvoie pas la même image que si on est né à Saint-Malo et qu'on travaille à Marseille. Et voilà. Donc on peut faire ce jeu d'association à l'infini. Et ça donne une sensation du parcours des gens. Et c'est une manière de dire que un portrait, c'est pas une pièce. C'est pas une pièce d'identité, mais c'est la courbe d'une émotion. C'est une phrase de James Joyce dans la première page de Portrait d'un jeune homme en artiste. Et c'est après ce qu'évoque Agnès Varda, notamment dans j'ai mis une image des plages d'Agnès où elle dit: en comprenant les gens, on comprend mieux les lieux, et en comprenant les lieux, on comprend mieux les gens. Et donc c'est son jeu avec ces miroirs qui là reflètent des paysages, alors que généralement le miroir est quand même un objet pour se contempler. Et donc c'est cette question des sensations qu'on a nous-mêmes, de nous-mêmes et de nous-mêmes dans les lieux. Et donc c'est cette recherche à l'agence de se dire comment est-ce que nous on parle d'une sensation, cette sensation devient une idée, que cette idée, on la transforme en dessin ou en maquette. Ici, c'est des maquettes sur lesquelles on travaille en ce moment beaucoup avec Benoît pour un quartier à Bonneuil. Donc, on voit l'évocation un peu d'une tour comme ça, et comment est-ce qu'on va refabriquer cette question du parc, et c'est quoi les densités de plantation, quelle est la lumière qu'on va avoir.
Et qu'ensuite, donc ces dessins et ces maquettes, j'ai toujours pas compris, pardon, deviennent matière. Et comment est-ce qu'on associe les matières entre elles et comment est-ce que les matières, au fond, redeviennent sensation pour les gens. Donc on a tout ce travail-là, et donc c'est sûr dans ce travail-là, il y a les artistes sont très inspirants. On peut avoir des artistes comme Tony Cragg sur les questions de la matière. Donc on a vu Agnès Varda. On a sûrement aussi des gens comme Annick Douadeau qui sont très inspirantes. Voilà, on a Georges Simmel, on a Pina Bausch, on a Rauschenberg. Et ici, c'est une image de Olafur Eliasson. Donc c'est son intervention à la Turin Hall, le Weather Project. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est avec au fond très peu de moyens, un miroir en verre et un demi-soleil, il a transformé tout un musée en plage. Et rien qu'avec ça, en fait, les gens utilisent le musée. On était tous couchés à se prendre en photo, voilà. Et donc lui, il ne dit rien de comment utiliser la chose, mais par l'atmosphère qu'il crée, il arrive à faire ça. Donc je trouve que avec aussi peu de moyens, arriver à une transformation aussi radicale, c'est extrêmement intéressant. Ouais, j'ai compris. Merci. Et c'est aussi la question du rôle pour moi du paysagiste, qui est au fond de créer des très belles atmosphères et qui laisse les gens libres d'utiliser les lieux au fond comme il veut, et de montrer qu'aussi les lieux sont évolutifs, voilà, qu'après il va se passer autre chose d'extrêmement intéressant dans ces lieux. Peut-être pour finir cette introduction, il y a une phrase de Dostoïevski que j'aime beaucoup, qui est « La beauté sauvera le monde ». Voilà, donc on prêterait pas intuitivement peut-être à Dostoïevski avec son univers, mais c'est presque, alors c'est une phrase qui je trouve en ce moment est extrêmement intéressante. Enfin, c'est presque un peu comme un mantra, quoi, et qui est une manière aussi de regarder le monde, d'en révéler la beauté. Donc sûrement de se dire qu'il y a des lieux qu'il faut réparer. Et qu'avec ça, il y a toute une manière, nous, en tant que paysagistes, avec la question du vivant, de jouer avec le temps. Donc la question de révéler les lieux. Donc un projet sur lequel on travaille en ce moment, et un projet qui se situe à Sancerre. Voilà, attendez, je ne sais pas si je peux vous montrer. Sancerre, c'est ici, en fait. Donc on est sur la carte géologique de la France. Donc vous avez la vallée de la Loire, voilà, qui est ici, et il y a un piton qui est situé à cet endroit-là, sur lequel se situe Sancerre. Donc je suis extrêmement fasciné par. J'ai failli vous mettre la carte géologique de la France avec que je trouve magnifique plastiquement, et ça nous parle. Pardon, je vais pas y arriver. Sur cette question du lieu. Voilà. Et ce qui était extrêmement fascinant, je pense qu'on a passé tous un certain nombre de temps sur les bancs de l'école, et moi j'étais absolument pas au courant qu'il y avait une faille géologique en France, qui est le trait que vous voyez ici. Donc voilà, avec un nœud magnétique à moins 9 km. Je connaissais la faille de Sant'Andrea, beaucoup plus spectaculaire, mais je connaissais pas la faille de Sancerre. Donc on voit ces deux géologies, on a l'impression que ça a été positionné, découpé au cutter. Et donc ici, on va avoir le silex, et ici, on va avoir le calcaire. Donc il y a cette espèce de fascination, cette découverte, et comment est-ce qu'à partir de ça, au fond, ça peut devenir un récit pour le projet. Donc là, vous avez le piton de Sancerre au milieu des vignes. Donc évidemment, Sancerre, c'est ce terroir magnifique, avec ce vignoble, ces vins rouges, le pinot noir et ce vin blanc de chardonnay, et avec des goûts qui sont un peu différents en fonction si on est côté silex ou si on est côté calcaire. Et donc j'ai pratiqué avec les vignerons locaux pour arriver justement à détecter ce goût-là. Donc il y a une vraie présence en fait à travers le goût du paysage, de la géologie dans la production du vin. Donc ça donne ce paysage-là. Donc la faille géologique passe au niveau du chemin. Donc vous allez avoir les silex
à droite et les calcaires à gauche. Donc il n'y a pas, en termes de paysage, vous ne pouvez pas vous dire il y a un paysage vert comme sur la carte géologique, il y a un paysage jaune. Mais en termes de goût, c'est assez différent. Enfin, on arrive à le détecter et les cailloux qui sont là, c'est les cailloux que j'ai ramassés voilà, dans les vignes. Et donc on s'est dit comment est-ce que ça devient matière de projet. Donc on travaille sur ce centre-ville de Sancerre et alors c'est un peu coupé. Voilà, et la question était de se dire comment est-ce que ça redevient une sensation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte quelque chose au fond qu'on voit pas, qui a une faille géologique avec un nœud magnétique à moins 9 km et que c'est quand même une présence parce que c'est la singularité au fond de ce terroir. Et donc on a choisi deux calpinages, un calpinage comme ça avec en calcaire, voilà, avec des longues bandes de calcaire et un calpinage comme ça de tout petits pavés. Et en se disant que c'est la sensation du pied en fait qui va faire comprendre qu'à un moment, voilà, c'est différent. On est de part et d'autre de cette faille et qu'il se passe quelque chose. Donc voilà les espaces publics sur lesquels on travaille, qui sont des rues et un certain nombre de places à l'intérieur de calcaire. Donc en fonction des rues, si les rues sont en calcaire ou les rues sont en silex, on a un traitement différent. On travaille à Sancerre, on a travaillé sur un certain nombre d'autres pitons avec la particularité aussi. C'est qu'au fond, on travaille presque sur le toit d'un bâtiment. C'est-à-dire que comme c'est en calcaire, en fait, ça a été creusé. C'est la même chose. On travaille à Chaumont aussi en ce moment. On a travaillé à Lens sur ces questions-là. Et donc, on va travailler sur le toit de ce système de cave qu'on a représenté là en rive, mais certaines traversent même les rues. Voilà. Et donc, on va avoir ce système de calpinage en fonction de chacune des rues. Donc ça donne ça, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais ici on a une rue calcaire avec ce grand système de lanières. On a un travail un peu singulier en rive, voilà, au-dessus des caves, et là on a le petit système en pavé. Et donc là on a la place du connétable. Donc on a renaturé, on a replanté des arbres ici. Donc on a les terrasses de café qui s'installent, un nouveau restaurant à cet endroit-là. On a le château historique de Sancerre qui se situe ici. Et donc on a la faille géologique qui passe à cet endroit-là. Et on va avoir ces deux types de revêtements. Et donc c'est la sensation du pied qui va nous faire comprendre qu'à un moment, et peut-être que en visitant d'autres lieux avec cette même sensation qu'on aura acquise ici, voilà, on aura une mémoire qui pourra ressurgir. Voilà, et donc une évocation, enfin juste une image un peu rapide de cette place du connétable avec le château au fond et cette différence de calpinage. Donc ça, c'est sûr que c'est de découvrir ça et d'arriver à voir comment est-ce qu'on va fabriquer dans le projet, que ça devient le récit du projet, cette faille. J'ai trouvé ça toujours assez fascinant. Et on a eu d'autres circonstances comme ça, géologiques. On a dessiné il y a quelques années, on a réalisé un parc à Corbeil-Essonnes. Et donc, il y a l'Essonne qui est ici et la Seine qui est ici. Et Corbeil-Essonnes, le centre-ville, se situe à la confluence entre l'Essonne et la Seine. Et donc, nous, on avait un parc qui était situé en hauteur. Et donc, il y a une couche d'argile qui fait que l'eau glisse, l'eau s'infiltre et glisse et sort par des résurgences qu'on appelle les eaux d'exor. Et donc, on s'est retrouvé dans le parc à fabriquer le parc à partir de cette question de la géologie et des eaux d'exor. Donc voilà, donc on avait la coupe et donc l'eau surgissait de manière un peu aléatoire sur le terrain. On a 12 mètres de dénivelé entre le haut et le bas du site. Donc on a installé une grande terrasse qui est ici, qui nous permettait aussi de gérer, de stocker de l'eau pluviale pour arroser le parc. Et de mettre en scène la géographie. Donc on a la grande terrasse qui est ici, et après on a tout un système de gestion d'eau, de rivière, voilà, qui termine dans un grand système de marais en bas, et après on a un réseau de chemins et de terrasses. Voilà, donc voilà cette grande terrasse sur le paysage, qui est une manière de raconter que la géographie est belle et que la banlieue est magnifique, avec la forêt de Sénart. La forêt de Sénart au fond. Voilà, on voyait même, comme c'est une commune d'assaut, on voyait même les avions se poser sur la forêt, ce qui plaisait beaucoup à monsieur le maire. On a travaillé, voilà, donc on avait ce mur comme ça, qui était, comme il fallait monter les 12 mètres, on s'est dit un mur plein nord,
C'était un peu comme le traiter comme une folie, comme un point d'appel dans un jardin 19e. Donc on a travaillé avec la coloriste Alexandra Verga, voilà, pour arriver à définir ces couleurs. Et donc on voit ici le système d'eau et humide et de rivière qui permet de conduire l'eau tout au long du projet. Voilà, et avec une autre petite placette, voilà, qui crée des lieux qui sont liés au grand paysage et à la géographie, et des lieux plus intimistes. Donc on a fait un travail comme ça extrêmement fin sur cette question des lieux, des écosystèmes, de la nature des plantes, de comment est-ce qu'on allait les disposer, voilà, avec ces questions de haies champêtres en lisière et tous ces systèmes de plantation de lieux humides. Donc on a fait un gros travail comme ça, à la fois naturaliste et à la fois plastique, pour voir comment est-ce qu'on fabriquait cette sensation de nature. Voilà donc le chemin qui descend et les systèmes de la rivière qu'on a installés à cet endroit-là, et on a d'autres systèmes de résurgence d'eau qui sont captés de l'autre côté du chemin, avec des systèmes de petites retenues qu'on avait faites comme ça en pierre. Voilà, là on est plutôt dans le bas du projet, on a un autre bassin et on a l'aire de jeu pour les enfants qui est prise comme ça dans ce marais, dans ce bosquet, traitée de manière extrêmement naturelle. Et voilà la roselière en bas, au bout de quelques années, qui a pris ses droits. Et donc on a un vrai sentiment de nature aujourd'hui dans le parc. Ça, c'est un projet d'un concours qu'on a fait à Saint-Pétersbourg, à Touchkov, voilà, donc c'était un concours sur invitation, donc il y avait 8 équipes, il y avait aussi l'agence Terre, voilà, il y avait Michel Deving, Kango Kuma, Herzog et Demeron, enfin voilà, l'agence Big. Voilà, et donc je connaissais un peu Saint-Pétersbourg parce qu'il y a eu des plans de Saint-Pétersbourg qui ont été faits par un architecte français qui s'est inspiré de Versailles, plans qui n'ont jamais été réalisés, et donc qui est une ville qui a été créée dans l'estuaire de la Neva au niveau du golfe de Finlande par Pierre le Grand. Et donc on voit tout ce système de réseau d'archipels. Donc on a un système de nature comme ça qui est extrêmement fascinant, un système de climat auquel auquel je suis tout du moins pas très familier, avec des hivers qui étaient peut-être un peu moins, et quand on y était, la Neva était pas gelée, mais où la Neva peut être gelée. Donc en fait, il y a un sol continu de la ville, alors que sans ça, à Saint-Pétersbourg, les ponts sont ouverts la nuit pour que les bateaux circulent. Donc les bateaux circulent toute la nuit avec les ponts qui sont ouverts. Donc on passe plus d'une île à une autre pendant la nuit à Saint-Pétersbourg. Donc c'est toutes ces conditions-là, voilà, qu'il fallait arriver à comprendre. Et comment est-ce que nous on allait sur ce site, donc qui est situé ici, en plein centre de Saint-Pétersbourg, le palais de l'Ermitage est à cet endroit-là. Voilà, et on a décidé de s'appuyer sur cette question des archipels. Et ça fait partie de ces sites. Il y a des sites comme ça dans les villes qui ont du mal à trouver leur identité, leur nature, et qu'on revisite comme ça extrêmement régulièrement. Je pense que tout le monde peut avoir peut-être des exemples à Paris de sites où on a refait un projet, on se dit c'est peut-être pas encore celui-là qui est le projet définitif. Et donc ça, c'était un site sur lequel il y a déjà des concours dans les années 90 de David Chipperfield qui a fait le bâtiment à côté. Voilà. Et donc le dernier projet en date était une cité judiciaire qui était programmée. Donc ils avaient commencé les travaux. Et les habitants ont finalement dit, en fait, on voudrait que ce soit un parc. Et les habitants ont été écoutés. Et donc, ils ont lancé ce concours pour faire ce parc. Mais on avait les fondations comme ça, avec un site qui était entièrement creusé. Donc, on se posait vraiment la question de qu'est-ce qu'était l'existant de ce site, sachant qu'il était complètement artificialisé. Donc, on avait regardé justement cette question de l'évolution et comment est-ce que, puisqu'avant d'avoir lancé tous ces concours, c'était un site industriel et en fait, ça avait été des îles et qui progressivement avaient énormément bougé, voilà, pour être finalement rattachés à la berge. Et on a décidé, nous, de retrouver cette question de l'archipel, de retrouver la question du quai qui
qui est décrit par Pouchkine, comment les quais s'habitent de granit, et il a des grandes descriptions comme ça de la mise en place, de la création des quais à Saint-Pétersbourg, et comment est-ce qu'on créait ce réseau comme ça d'îles, de jeux d'eau et de plans, et de redessiner le quai qui était là à l'origine, et pour avoir un espèce de très long parcours avec des jeux de plans jusqu'à la Neva. Et on avait choisi ici, comme le site était entièrement creusé, et de faire rentrer l'eau dans le site assez naturellement. On a énormément travaillé ici, ça faisait aussi sur la question du climat. Voilà, donc on a la Neva qui est ici, la berge qui est située à le quai qu'on rétablissait le long de la berge de la Neva. Et ensuite, on avait énormément comment on dessinait nos arbres. Donc on a travaillé avec les ingénieurs là-dessus pour voir comment est-ce qu'on arrivait à dessiner ces jeux de plans à la fois en termes de parcours, de paysage, de sentiments de nature, et aussi d'avoir un paysage au fond du quotidien extrêmement confortable. Parce qu'il fallait un peu qu'on inverse nos modes de pensée, c'est-à-dire qu'en fait, en hiver à Saint-Pétersbourg, l'hiver est plus lumineux que l'été, ou que les intersaisons, parce que le reflet de la neige fait qu'on a une clarté qui est extrêmement forte. Donc on avait pas mal d'inversions comme ça où il fallait qu'on remodifie notre manière de voir. Donc on avait aussi tous ces systèmes de drainage ici, parce qu'il y a une fonte des neiges qui est assez longue, et en fait au fond c'est extrêmement boueux avec une neige qui n'est pas toujours très propre. Voilà, donc on a travaillé sur ces climats, donc on travaillait avec les ingénieurs, et donc on avait des zones qui étaient plus exposées ici au climat, au vent, et on avait des zones qui étaient comme ça beaucoup plus protégées. Et donc ça donnait ensuite ce plan comme ça, plus précis. On avait dessiné extrêmement précisément tout ce jeu d'îles, d'archipels miniaturisés, et tous ces jeux de plans pour arriver comme ça à une pelouse centrale qui était protégée du vent, et avoir plutôt une pelouse ici qui était exposée à la Neva, à la fonte des glaces. Voilà. Donc voilà une image du projet qui est inséré dans son contexte, dans ce jeu d'archipel. Donc était en partie artificialisé, puisque ici c'est un stade aujourd'hui, et nous on a ces systèmes de grandes pelouses qui montrent à la fois qui était la première image, la berge d'en face, la Neva, le sentiment de nature qu'on a avec un fleuve très large. Voilà quelques images qu'on avait fait où on essayait de voir l'atmosphère que ça pouvait avoir, et quel paysage on avait l'hiver. C'est un autre projet qui se situe aussi en Bordeaux. C'est un parc avec des berges qu'on a réalisé à Lagny-sur-Marne, avec cette même question donc du rapport à l'eau, et comment est-ce qu'on révèle ce rapport à l'eau, et avec un sentiment de nature extrêmement vivant. Donc on travaille sur les berges qui sont ici, et on a un réseau comme ça de parcs qu'on dessine. On a le centre-ville de Lagny-sur-Marne qui est là, et cette question de cette nouvelle promenade des berges qu'on refait, c'était aussi ce lien avec la campagne, et comment est-ce que quand on est en centre-ville, en fait on est très content d'aller à la campagne, et c'est peut-être une manière il y a 10 ans maintenant de reposer cette question du ZAN, de quel rapport on dessine, on entretient, même quand on est en ville et qu'on a une réflexion sur ce que c'est que la lisière de la ville et les champs. Donc voilà, assez rapidement, cette question du projet de notre intervention et de la Marne. Et donc on a une rue qui est ici, qui est la rue du Chariot d'Or, qui dessine la limite de la zone inondable, et au centre on avait le rue de Bicheret comme ça, qui donnait un peu un sentiment d'île. Et donc l'idée du projet est d'arriver à révéler chacune de ces séquences, chacune de ces écologies, chacune de ces atmosphères à partir de l'existant. Donc une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a arpenté le site, et on a dit peut-être déjà en fait il y a des atmosphères qui sont extrêmement bien telles qu'elles sont. En termes d'atmosphère, mais aussi en termes d'écologie, en termes de vie, on ne va pas perturber ni les plantes ni les animaux. Et c'est déjà un spectacle en soi de sentir cette nature vivante et dynamique.
Voilà, donc on a beaucoup travaillé en maquette sur cette question-là, sur comment est-ce qu'on s'insère dans cet existant. Donc on a comment on se positionne, comment on s'installe, comment on s'installe extrêmement délicatement dans le site, sachant qu'on s'était fixé comme règle du jeu de rien sortir. Donc on a réutilisé sur place tous les déblais remblais et tous les arbres qu'on a coupés, on les a réutilisés, tous les branchages. À la fois ça fait des éléments de paysage et à la fois ça fait des nouveaux supports d'écologie. Voilà donc les lieux qu'on a créés dans les parcs. Un des parcs sur lequel on est très peu intervenu. On est venu mettre cette grande passerelle en bois qui sert aussi pour l'aviron. On traverse rue de Bicheret, voilà comme ça, avec cette passerelle qui se faufile entre les arbres et on a quelques endroits pour se tenir. Et après, on a un système de gestion comme ça qui est un système vraiment différencié, c'est-à-dire qu'on tond quelques endroits pour se tenir. Après, il y a d'autres endroits qui sont fauchés pour conserver un sentiment d'espace ouvert et il y a des endroits sur lesquels on n'intervient pas. Donc il y a vraiment la nature, la végétation spontanée voilà, qui pousse. Et après, on a d'autres usages qui viennent s'installer. Il y a des chevaux qui vont venir ici voilà, s'ébrouer et paître. Et donc voilà, et donc tout ça, c'est au service un peu de ces nouveaux usages, de ces nouvelles pratiques, c'est-à-dire qu'on a redonné, on a installé cette grande plateforme sur la Marne, on a redessiné des belvédères, on a redessiné des promenades. Donc déjà, on a redonné aux habitants le plaisir de découvrir ce grand paysage. Voilà, et un lieu qui était peu fréquenté avant. On a entièrement renaturé les berges, donc maintenant il y a les pêcheurs qui reviennent puisque les poissons sont revenus. Et des berges bétonnées, on est passé à ces berges naturelles et voilà, et on est capable de se tenir ici. Voilà, et donc c'est redevenu un lieu pour tous, pour déambuler, discuter, écouter de la musique. Un projet peut-être un peu différent, puisqu'on est à Nancy et pour le coup on a vraiment le rôle d'urbaniste, donc on est urbaniste avec un programmiste et l'office HLM de Nancy nous demande de réfléchir à cet îlot ici. Voilà, donc on est au bord de la Meurthe, on est en limite de ville, ici c'est la commune de Tomblaine. Et il y a le parc de la Pépinière qui est ici, donc la place de Stanislas, et à cet endroit-là. Donc on se rend compte c'est un lieu, on se dit, bah c'est bien, on est extrêmement connecté puisque on est à 15 minutes en vélo globalement, enfin on est même à 10 minutes en vélo de la place Stanislas, donc on se dit ça doit être assez agréable d'habiter ici parce qu'assez vite on peut être partout, dans le centre-ville de Tomblaine, voilà, qui est juste ici. Mais en même temps, on se rend compte que notre îlot il est extrêmement isolé parce qu'en fait ici c'est toute une zone d'activité et qu'ici il y a un parc des sports et que là c'est la ZAC qu'a développé pendant quelques années Alexandre Chemetov, voilà, et qu'il a terminé ici la ZAC et que nous on se situe un peu de l'autre côté. Voilà de cet élément-là et qu'en fait on est assez loin parce que les écoles se situent à un quart d'heure à pied. Donc quand il faut emmener primaire, crèche, maternelle où les écoles sont pas à côté les unes des autres, on se sent isolé, entouré de ces emprises industrielles. Et on s'est rendu compte en cherchant un peu que ça avait été toujours évidemment un lieu isolé puisque c'était un lieu inondable et qu'on avait un peu singulièrement dans cette partie-là de la zone inondable de la Meurthe localisé. Il y a un moment, les militaires aussi se sont installés à cet endroit-là et que ça a toujours eu la réputation d'être un lieu un peu isolé, qui n'a jamais eu une image très, très positive. Et donc on a dit à l'office HLM, on leur a montré je vais vous montrer comment on peut le construire, mais on leur a dit tant que l'îlot sera entièrement isolé, tant qu'il y aura ce dispositif un peu de village-rue qui avait été dessiné par Alain Sarfati, tant que vous ne reconnectez pas à travers le parc des sports, tant qu'ils n'ont pas le sentiment d'habiter la ville, ils se sentiront toujours reclus. Donc ce sera une espèce de mise en abîme du logement social situé dans un lieu reclus de la ville.
Donc on a fait tous ces essais-là de maquettes, je vais peut-être passer assez rapidement, pour arriver à cette idée de se dire que on pouvait construire quand même et monter assez haut avec cet îlot, avec une rue qui était là, qu'elle allait traverser pour se diriger vers le parc des sports. Je vais peut-être vous le montrer là, mais ici, on pouvait mettre une tour qui était à l'échelle de la Meurthe, à l'échelle de l'entrée de ville de Nancy. Voilà. Mais que tant qu'ils ne résolvaient pas ce problème d'accessibilité, de ce sentiment de ville et de ce sentiment d'appartenir à la ville, en fait, ça n'allait pas fonctionner. Et donc, on a été présenté cette étude au maire qui nous a dit « vous avez tout à fait raison ». Donc là, maintenant, nous, on a arrêté notre étude pour qu'il y ait une étude globale, une OAP qui soit faite sur l'ensemble du secteur. Et donc, il y a cette question, à un moment, on a vu comment est-ce qu'à partir de la lecture des lieux, on pouvait tisser des récits de paysages et comment est-ce qu'à un moment, on a aussi quand même la vocation de réparer des lieux. Donc là, on est à Noisy-le-Sec, donc c'est la place Simone Veil. Et cette place Simone Veil, on s'est retrouvé dans un urbanisme fait. Donc on a la maison du notaire qui est ici, ensuite on a des tours qui sont arrivées, après on a des bars. On a un équipement ici, un peu dessiné post-Alvar Aalto, qui est une médiathèque avec un théâtre. Et donc on n'est plus dans la ville ordonnancée, c'est-à-dire que c'est plus la qualité des bâtiments, l'activation des rez-de-chaussée qui est capable d'organiser l'espace public et de donner un sentiment de centre-ville et un plaisir d'habiter ensemble. Et donc c'est là où la question du paysage a une force, est très très puissant, je pense, pour transformer les lieux. C'est que c'est grâce à ça que tout d'un coup on peut faire quelque chose de ces lieux-là qui ont été quand même un peu maltraités. Et donc on a raconté au maire qu'en fait il n'avait pas de centre-ville, parce qu'en fait la mairie est orientée vers ici. Que là, il y a le théâtre avec la médiathèque, la petite maison de notaire qui est ici, qui est un centre d'art, et puis la place du marché de l'autre côté. Donc tout est entièrement éclaté avec des jeux de niveau extrêmement complexes, des matérialités différentes. Voilà, donc ça, c'est les surfaces libres du centre-ville, mais qui sont complètement fragmentées. Et donc voilà, donc à l'origine la question était est-ce que vous pouvez redécorer le devant des bâtiments? Et on leur a dit en fait le projet c'est vraiment un projet de centre-ville. Comment est-ce qu'on va aller à la maison comment est-ce qu'on va aller sur la place du marché ici en traversant tout le quartier? Comment est-ce qu'on va faire un nouveau square ici pour les enfants? Voilà. Et donc après entre-temps les évolutions du projet ça a changé de maire. Donc in fine on va réaliser que la première tranche du projet. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que ce qu'on a posé soit l'action d'impulsion, un peu la planche échantillon au fond de la réflexion de ce centre-ville. Voilà. Et donc, il n'y a plus de mobilier urbain pratiquement. En fait, voilà, ça devient les bancs. Et on a essayé de pousser le sentiment de nature au maximum en se disant c'est comme ça qu'on arrive à transformer et qu'on va avoir un centre-ville parc. Au fond, même si on intervient sur des épaisseurs extrêmement fines et extrêmement minces. Voilà, donc on a simplifié tous les niveaux. Voilà, et on cultive la nature. Et voilà, et donc les gens s'installent un peu sur ces rochers, comme on s'installerait en bord de mer sur des grands rochers à prendre le soleil. On est souvent dans les projets, c'est le cas de ce projet-là, où il n'y a plus d'assainissement, c'est-à-dire que toute l'eau vient alimenter les plantations. Donc on a avec des revêtements clairs. On a planté, donc on a un confort aussi thermique. Il y a des brumisateurs, on a un confort thermique l'été. Enfin voilà, tout ça, à la fois la question de l'image, d'une nouvelle carte postale du centre-ville, et aussi d'un confort. On pousse le confort du quotidien, voilà, autant qu'on puisse. Voilà donc une image du projet aujourd'hui réalisée. On a fait à peu près le même exercice, mais dans un contexte un peu différent, puisque on est dans le mouvement moderne, on est dans ce système des quartiers à Gennevilliers, voilà, où on aime ou on n'aime pas cette utopie, mais qui a comme dans les dessins de Le Corbusier l'idée du parc habité, sauf que tout a été réalisé en fait, sauf le parc, et qu'à la place du parc, on a mis au fond les voitures.
Donc on a comme des très très grands morceaux de bravoure, comme la barre Victor Hugo qui fait 500 mètres de long de manière continue. Donc qui est exposé est-ouest, donc qui projette sur cette façade-là une ombre assez spectaculaire. Et après, on a ce système qui finit de manière extrêmement routière, quoi. Alors qu'à l'origine, Le Corbusier nous avait dit vous allez habiter un parc, quoi. Et dans l'utopie qui était assez belle au fond et qu'on partage, je pense, tous aujourd'hui, de tous, on a tous envie d'habiter et qui est un lieu assez intéressant à Gennevilliers c'est un quartier du mouvement moderne qui est situé au pied de la mairie, au pied de la ligne 13, donc on peut à côté du supermarché. Donc c'est le rêve. On habite un parc, en même temps on a un sentiment d'intensité, on n'est pas loin des commerces, donc on a tout, la mobilité douce. Voilà. Donc on a cherché à réinscrire ce quartier, donc la tour qui est ici est la tour de la mairie. La ligne 13 du métro arrive ici, bientôt la ligne 15 du métro va arriver là. Et on réinscrit dans un grand système de parc pour que, au fond, cette architecture qui est quand même très spectaculaire et qui est très atypique, puisque de l'autre côté on a Asnières avec ses petites maisons, comment est-ce que on n'a plus le sentiment de rentrer dans ce quartier et que ce quartier devient au fond très banal, comme quand on se promène à Paris, on se dit pas on passe d'un quartier à un autre, alors que là il y a toujours ce phénomène de seuil. Donc on le réinscrivait dans ces géographies, puisque la rue des Bas ici était un ancien bras mort de la Seine, et que globalement tout est inondable, soumis au PPRI. Donc c'était l'occasion aussi de réactiver ces textures-là de nature et un système de parc comme ça qui pouvait conduire jusqu'aux berges de Seine. Voilà. Donc l'enjeu était d'arriver. Donc il y a vraiment cet enjeu de la première présence, parce que nous on a commencé en 2015 ce travail avec Michel Gutmann et on était la 3e équipe à intervenir sur le quartier. On vient de livrer la première phase en 2023. Donc ça fait 15 ans que les gens attendent. Donc il y a une vraie question, c'est comment est-ce que le projet existe tout de suite. Voilà, qui est une question de l'histoire des jardins. Louis XIV n'a jamais vu les grands platanes de Versailles. Il n'a jamais vu qu'un préverdissement, des bosquets. Au 19e, ils avaient inventé les clumps. Comment est-ce qu'on plante des arbres de manière dense pour qu'ils existent tout de suite et qu'ils poussent plus vite. Donc, en fait, tricher avec le temps, jouer avec cette question de la dynamique de la nature est vraiment lié à notre métier. Et je pense que c'est aussi là où on a la dynamique de la nature et la dynamique de la transformation de la ville. On est habitué à ça, à jouer avec le vivant. Donc on a dessiné ces espaces, on plantait des grands arbres comme ça avec ces cordons boisés, on essayait qu'il n'y ait pas d'alignement d'arbres, on essayait de dessiner ça de manière le plus naturelle possible. Et comment est-ce qu'on pouvait aussi dessiner une manière de dessiner le projet pour que les indésirables deviennent désirables, pour qu'au fond la mauvaise herbe, on arrive à accueillir ça sans qu'on ait un sentiment de délaissé, d'abandon. Et donc on a l'impression nous d'avoir réussi. Donc on a ces systèmes toujours de rochers qu'on met. C'est à la fois un élément de nature, c'est à la fois une assise, c'est à la fois des jeux pour les enfants. Ça peut même être du mobilier anti-stationnement. Donc ça c'est tout le travail qu'on a fait sur les rues, sur comment on plantait, sur les densités de plantation, pour voir comment est-ce qu'on transposait au fond une manière de planter qui n'était pas urbaine. Qui n'était pas au fond une manière de continuer l'espace public haussmannien, où j'ai l'impression qu'on a quand même dessiné pas mal de l'espace public post-haussmannien dessiné par la voiture. On finissait par avoir 2 arbres, 2 voitures, un arbre, 2 voitures, un arbre. Et que là, avec la place qu'on a et cette qualité d'espace, on est capable de les dessiner radicalement différents. De la même manière, et d'avoir un sentiment de nature comme ça un peu autonome qui est capable de se développer avec des revêtements clairs, toute l'eau va dans les plantations, d'être extrêmement vertueux. Voilà. Donc là, c'était la végétation aujourd'hui qui se développe, qui prend place dans ces rues. Voilà, de manière assez autonome. Un autre projet sur laquelle on s'est posé aussi cette question du centre-ville. On est à Saint-Julien-en-Genevois et
on est à la frontière suisse et on est connecté à Genève. Donc il y a un tram qui est en train d'être réalisé entre les deux. Et donc on est vraiment dans la question de la ville transfrontalière. Et on s'est dit pourquoi Saint-Julien s'est installé à Saint-Julien, parce qu'ils étaient connectés à Genève, c'était une des portes de la Suisse. Parce que il y avait un cours d'eau qui passait, plusieurs cours d'eau, parce que c'était extrêmement bien irrigué, parce que la ville a besoin évidemment de ça pour s'installer, et qu'en même temps ils voyaient loin, donc si les ennemis arrivaient, ils les voyaient arriver. Donc on travaillait sur tout le cœur de ville de Saint-Julien, et voilà, et on s'est rendu compte que la mairie était juste située sur un col comme ça, donc c'était le moindre effort, juste au-dessus de l'eau des cours d'eau. Et en se dirigeant vers la Suisse. Et une des caractéristiques, alors je sais pas, les cadrages sont un peu étonnants, mais c'est la croissance en fait au fond de cette ville. C'est qu'en 1950 c'était la taille de Saint-Julien et en 2017 voilà la taille de Saint-Julien. Et donc en fait Saint-Julien avait gardé un cœur de ville de 1950, mais avec une population. Voilà, en 1950 on était ici et en 2017 on était là. Et donc, il fallait réinventer, au fond, ce centre-ville de Saint-Julien à partir de l'existant. Donc, on était mandataire là, de l'équipe de maîtrise d'œuvre et on avait embarqué Philippe Paneret dans l'aventure. Feu Philippe Paneret. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette question du centre-ville. Et le maire nous disait, moi, ça fait... pendant 10 ans, j'ai eu 8 voisins différents. C'est-à-dire que les gens arrivaient s'installer à Saint-Julien. Et après, ils avaient un parcours, au fond, transfrontalier, résidentiel. Ils arrivaient, ils étaient célibataires. Après, ils se mettaient en couple, ils avaient des enfants. Et donc, les gens bougeaient énormément. Et ce qui créait, au fond, même chez des gens, des CSP+, des cadres, voilà, une très grande précarité. Parce qu'en fait, ils étaient éloignés de leur famille. Et ils connaissaient pas grand monde. Et donc, dès qu'il arrivait un pépin, dès qu'il se passait quelque chose, dès qu'il fallait qu'ils demandent le médecin local, le dentiste, en fait, ils n'avaient pas tellement de lien social à l'intérieur de Saint-Julien. Et donc, on s'est dit, pour faire ça, en fait, il faut qu'on fasse une grande place à cet endroit-là. Et on s'est dit, la grande place, on va la faire de manière un peu archétype. C'est-à-dire qu'on va réunir la mairie, les commerces et l'église. C'est-à-dire que quand tout le monde, on arrive tous dans un village, au bout d'un moment, on lève la tête. Et puis on se dit, l'église, c'est là où on va trouver un café, quoi. On sent que c'est le centre, enfin que c'est un des repères du centre. Donc c'était une manière pour nous de faire ça, de dessiner ça de manière assez, en se disant que ça va être assez intuitif pour tout le monde et que c'est un grand lieu libre où quand on ne sait pas quoi faire, on se dit, bah tiens, on va aller prendre un café, on rencontrera sûrement quelqu'un et que ça devient un moteur de lien social. Et avec aussi la possibilité, on distingue ici, de densifier aussi ce centre-ville. Donc le tramway arrivait comme ça. Voilà, donc l'ancienne place du marché était ici et donc elle pouvait pas rester là. Donc c'était aussi l'occasion de remettre la place du marché avec un grand lieu, enfin voilà, une nouvelle carte postale de la ville. Ici. Donc ça donnait cette grande place ici. On avait installé une grande halle à cet endroit-là et la possibilité de retrouver d'autres types de commerces, parce que c'est comme une des questions de ces centres-villes où on a plein de petites boutiques qui sont en rez-de-chaussée d'immeubles, mais qui n'ont pas été dimensionnées pour les commerces contemporains. De temps en temps, ça devient très compliqué parce que le commerce est lié à l'habitat qui est dessus, donc on peut plus dissocier les deux puisqu'il y a l'escalier intérieur qui permettait aux commerçants. Enfin voilà. Et donc c'était une manière d'introduire des commerces contemporains. Et ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Philippe sur ces questions des villas. Il aimait bien la question des villas urbaines. Voilà, donc on en avait dessiné ici, un certain nombre d'autres. Dans ce centre-ville. Et donc voilà quelques images voilà de cette grande place ici et d'autres places, la place de la mairie, la place de la Libération et d'un autre parc qu'on réactivait. Et peut-être cette question, c'est comme on a parlé des centres-villes et qu'on voit que transformer les centres-villes, c'est aussi se préoccuper de la question de la périphérie. Donc là, on est au sud de Nancy. Dans ce qu'on appelle le Val du Fontenot, et donc on a travaillé sur une étude ici. Et donc on a un site qui est ici, qui est pris entre des infrastructures progressivement dans le temps. Donc on a la voie ferrée qui est ici, doublée par le canal, et on a un certain nombre d'autoroutes qui sont là. Et donc on a des lotissements
Donc on a le Val du Fontenot qui est ici. On a des lotissements et des zones d'activité qui se sont installées là par opportunisme foncier quand les agriculteurs vendaient leur terrain. Et donc il n'y a pas d'urbanité dans ces pièces. Je ne sais pas si c'est urbaine, enfin construites, collées les unes aux autres. Et l'agriculture, en plus, dépérit à cet endroit-là, parce que c'est très compliqué pour une agriculture traditionnelle d'exploiter des parcelles qui se faufilent entre l'urbain, et puis on se rend compte que de plus en plus, ça va être compliqué d'avoir une agriculture traditionnelle collée à de l'habitat. Et on se disait que la question du ZAN n'était pas la réponse, c'est-à-dire de ne pas construire. Voilà. Donc on a travaillé avec la Chambre d'agriculture. On a fait un premier travail qui était de se dire il faut qu'on dessine la campagne comme la ville et la ville comme la campagne, c'est-à-dire que ce soit un territoire continu et commun. Donc au début on avait les champs qui étaient là et on s'est dit il faut qu'on installe une trame marchable dans les champs. Donc, globalement une trame de 100 par 100, c'est-à-dire que les îlots de Barcelone, New York, Paris. Ce qui fait qu'on va pouvoir se repromener dans les champs. Alors qu'aujourd'hui, les champs, il y a une question d'accessibilité. C'est-à-dire qu'ils sont derrière la clôture du lotissement, donc on n'y accède pas. Et puis, il n'y a pas de trame de chemin. Et puis, si par hasard, vous avez trouvé la trame de chemin, vous êtes en plein soleil, vous allez faire des kilomètres pour faire un tour en plein champ. Voilà. Donc, il y avait déjà l'idée de tramer, l'idée d'installer une agriculture. Et on avait travaillé avec la Chambre d'agriculture pour essayer de développer un système de micro-ferme. Voilà, donc c'était un système d'agriculture biologique et c'était des fermes a priori d'1 hectare. Donc on s'est dit c'est parfait, 1 hectare ça tient en cœur d'îlot en fait. Et donc eux pouvaient accompagner comme ça, ils allaient mettre un système d'incubateur. Donc certains agriculteurs pourraient tester comme ça pendant 1 à 5 ans la viabilité économique de leur micro-ferme. Avant d'être déplacé, réinstallé à un autre endroit et après on pouvait construire. Donc ça donnait ce plan-là d'arriver à construire. Donc là c'était une première phase où on construisait comme ça en lisière et au cœur des îlots on pouvait cultiver avec un système viable, autonome, validé par la Chambre d'agriculture. Mais on a réfléchi à la question des espaces communs. Donc, comme espace commun, on avait mis les chemins en se disant, voilà, c'est des lieux de rencontre, de parcours, et de systèmes de liaison douce qui permettaient de traverser la vallée. Et on s'est dit, dans les lotissements, il n'y a pas d'espace public. Dans les champs, il n'y a pas d'espace public. Et il faut qu'on trouve une espèce de centralité agricole, un lieu où tout le monde se retrouve et qui soit fédérateur à la fois pour le monde agricole et à la fois pour le monde des habitants urbains, des habitants des lotissements, qui était une manière que ces mondes-là se rencontrent. Donc on a dessiné cette centralité agricole ici, qui est en ligne de crête, qui regarde le paysage, qui est située à cheval entre des géographies. Enfin voilà, on a développé, mais je vais passer vite là-dessus, sur le positionnement extrêmement fin qu'on a eu de cette centralité agricole, et on s'est dit, on va la programmer, comment est-ce qu'on fait que ça fonctionne et pour les uns et pour les autres. Donc si on sait que dans les micro-fermes, il faut qu'il y ait des animaux, puisque c'est ça qui fait le cycle autonome les animaux fabriquent de l'engrais qui va servir au maraîchage. Donc on peut avoir un vétérinaire qui va à la fois soigner les lapins d'extérieur des agriculteurs et les lapins d'intérieur des lotissements ou les chiens. Et on a trouvé aussi un système mécanique qui peut réparer la petite mécanique agricole et qui peut aussi réparer la tondeuse et les vélos. Et voilà. Et après, évidemment, on avait un restaurant en circuit court, on pouvait avoir une AMAP et tout un circuit qui était ici de transformation des produits agricoles qui pouvaient être ensuite vendus à cet endroit-là. Donc on a poussé, donc on avait l'atelier qui était l'outil de transformation, on avait les shops où là on avait tout ce système commercial qui fonctionnait pour les uns et pour les autres, on avait la question de la ferme qui était ici, qui pouvait servir à la fois de ferme pédagogique et à la fois pour les agriculteurs, et la halle qui était la halle comme la halle dans une place de village, quoi, qui sert à tout le monde pour organiser une fête avec ce grand espace public, pour les nouveaux habitants et pour les lotissements. Voilà, donc on avait fait quelques maquettes de ça pour montrer ça, et on était arrivé comme ça à localiser de manière assez fine comment est-ce que ces synergies
fonctionnait dans la programmation du bâtiment. Et c'était cette idée qui était un peu, à un moment, l'idée de Sébastien Marot, qu'il y a des lieux qui sont supports de programme. Et c'était cette idée, c'était que le paysage et le territoire soient supports et invitent à un certain nombre de programmes. Donc on avait fait une image où on imagine que il y en a qui sont en vélo, il y a les cochons, les vaches, les enfants jouent et on peut avoir un spectacle sous la halle. On a vu un certain nombre de projets, et on a vu des projets en fait qui sont quand même longs à installer dans le temps. Et au fond, à un moment, le temps, comment est-ce qu'on retourne le temps pour que ce soit un avantage et qu'on puisse au fond intervenir rapidement. Parce que beaucoup des projets qu'on a montrés, les projets ont mis entre 5 et 10 ans, voire il y a des projets sur lesquels on est 10 ans et on sent qu'on est à peu près à la moitié du projet. Il y a des projets qu'on a fait avec Sophie Denisov. On se dit bientôt il y aura le premier coup de pioche. On a été lauréat en 2013, je crois, à Montpellier. On attend le premier coup de pioche. Donc voilà. Et donc c'était aussi une manière de montrer qu'en fait on peut intervenir extrêmement rapidement sur les lieux. C'est aussi une manière de montrer qu'on n'est pas obligé de tout savoir pour intervenir. C'est qu'il y a une tendance de se dire peut-être avec la question du bilan de ZAC ou du bilan d'aménagement, qu'il faut tout savoir, alors qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans et qu'autant intervenir et impulser la transformation. Et donc ça, c'est un exemple. On est à Cachan et donc on a été lauréat. Une semaine après, on fait une réunion et les habitants nous disent on ne veut pas d'usage. Sur ce lieu-là, on ne veut aucun usage. Et donc ce lieu-là était une ancienne station-service qui était devenue un deal de drogue dure. Donc ils nous ont dit non, faites ce que vous voulez, mais pas d'usage. Et on leur a dit c'est pas grave. On va vous dessiner un bosquet et au cœur de ce bosquet, on va installer 2 prairies. Et ces prairies, dans le temps, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous les tondrez, ça deviendra du gazon. Vous viendrez jouer dessus. Vous ferez un terrain de boules, des jeux d'enfants, des jardins partagés, comme vous voulez. Mais nous, on a déjà transformé radicalement les lieux. Enfin, pour moi, c'est exactement la transposition d'Oliafour-Eliasson. C'est-à-dire qu'on a installé des belles conditions d'usage et après, aux gens de transformer les lieux. Donc, on a les 2 prairies qui sont ici. Donc là, on est 1 an après les plantations. Donc, on a toute l'eau s'infiltre. Donc, ce qui fait qu'aussi les arbres poussent de manière quand même extrêmement efficace. Et on a ces prairies au centre. On a des endroits comme ça sur lesquels on pourra venir mettre les bancs. Enfin on sera bien protégé à l'ombre climatiquement. Après on a un récit sur la question du territoire. C'est comme on est dans la vallée de la Bièvre. On avait travaillé, Nicolas Michelin travaillait un peu plus loin et on s'était mis d'accord pour dire que la Bièvre était un ruisseau industrieux. Et donc on a utilisé la brique pour rappeler cette mémoire-là. Et après on a des saules, on a des liquides en barre, on a des carex pendula qui raconte l'humidité de ce lieu-là. Mais au fond, extrêmement rapidement, comme ça, on a transformé radicalement ce lieu avec, on avait un peu coloré les tuteurs qui servaient aussi de protection pour dire maintenant c'est fini, c'est un lieu qui est à vous de vous l'approprier et de le faire vivre. Donc c'est ces 2 prairies ici qui seront transformées dans le temps. C'est un autre exemple aussi pour dire qu'on peut intervenir rapidement et que à chaque étape du projet, au 19e, Édouard André montre que en fait, à la plantation, son projet va ressembler à quelque chose et que 50 ans après, en fait, la vue est plus au même endroit et qu'on peut tout décaler et que d'arriver à avoir une plasticité, mais qu'à chaque étape du projet, le projet vit à une qualité en lui-même. Donc ça, c'est un projet, on est à Asnières. Et donc c'était un terrain vague non construit. Donc il y avait l'idée de construire une première opération de logement, mais que 10 ans plus tard, on allait construire le collège. Donc nous, on s'est dit, donc là, il y a des gens qui vont habiter pendant 5 ans face à un terrain vague, puis pendant 5 ans face à un chantier. Comment est-ce qu'on est capable de faire vivre ces gens dans un paysage. Donc on a installé ce cordon boisé qui rappelle aussi la Seine, puisqu'on est dans l'imageur de la Seine. On est capable de faire la moitié de ce projet-là avant qu'on réalise le projet en entier. Donc ça donne
ça donne voilà, les logements qui ont été construits. C'est aussi pareil, 1 an après les plantations. Comment est-ce que ces gens-là habitent tout de suite un paysage et qu'il y a un paysage agréable, confortable, bioclimatique, voilà, et qu'on a mis aussi ces rochers qui sont toujours ces éléments de nature, de jeu, d'assises. Voilà, donc avec une végétation qu'on essaye comme ça, c'est j'allais dire spontanée, peut-être pas totalement, mais assez luxuriante, assez vivante. Voilà. Et donc là, c'est juste une image pour montrer, quand on sort de ça, ben voilà, les gens habitent quand même, pour l'instant, encore un certain temps, face à la clôture qui sera bientôt la clôture de chantier du futur collège. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo pour cette revue de projet, c'était très très beau. Tu nous as montré, je trouve, à la fois que le paysagiste, tu emploies le mot réparer, mais c'est tout à fait ça, répare les territoires mais répare aussi la ville, le paysagiste urbaniste en fait. Et les gens aussi, c'est vrai. Et effectivement, parce qu'on prend soin des lieux, donc évidemment on prend soin des gens. Et aussi, je trouve que effectivement, c'est aussi le paysagiste jardinier un petit peu à travers tes projets. En fait, toute cette partie-là où je trouve très bien que tu dises on joue avec le vivant. Et dans ce jeu-là, le jeu du temps, la présence du vivant, la préfiguration, le préverdissement, tous ces jeux-là. Et donc c'est un peu ça aussi la force de cette profession, on va dire, hein, d'avoir ces deux forces-là, effectivement, de réparer et de jouer, et qui sont quand même inscrites dans un enseignement dans lequel tu as beaucoup œuvré, hein, à l'école de paysage, avec Marie-Hélène Loos qui est présente. Et donc, on sent bien aussi l'enseignant à travers cette conférence. Mais en tous les cas, je me disais que finalement, tu fais des projets à l'international, en fait. Enfin, voilà, ça ne te pose aucun problème. Ben non, oui. Et c'est là où c'est très riche pour nous. Enfin, on l'a vu, là, on a montré la Russie, mais on travaille aussi en Suisse ou en Belgique. On a travaillé en Afrique du Nord, on a travaillé au Bénin. Et on se fait une idée des autres. Et après, on se confronte à la culture et on discutait pas mal avec des Canadiens. Et en même temps, donc on est tous, enfin, si on prend les Suisses, les Belges, Wallons et les Canadiens, on est tous francophones. Et en même temps, on a tous une manière assez différente de voir les choses, de faire les choses, d'avoir un vocabulaire, d'employer les mots. Et donc ça, il y avait une espèce de vraie richesse du... il y a j'ai un trou, mais il y a le donjuanisme des langues qui est comment est-ce que toutes les langues, en s'enrichissant, voilà, permettent de voir le monde aussi au fond assez différemment, et avec des contextes de territoire assez différents, quoi. Et donc oui, je trouve que plus on va voir les autres, plus on rencontre les autres, plus on échange avec les autres, plus c'est riche. C'est la phrase d'Henri Lefébure, pour comprendre le monde, il faut vouloir le changer, quoi. Et donc d'aller voir même et d'essayer d'aller changer chez les autres et que les autres veuillent changer chez nous, ça nous permet de comprendre les choses, de rentrer vraiment dedans. Très bien, parfait, merci. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser à Thomas ? Oui ? Je donne ça sur un petit micro. Ok, merci pour la présentation, très intéressante. J'avais une petite question en fait sur ces introductions de remettre la nature en ville dans des structures vraiment très structurées. Si je regarde cette photo par exemple avec les gros rochers ou bien les plantes qui sont plutôt sauvages, est-ce que ça ne donne pas aux habitants la sensation de quelque chose qui est plutôt délaissé? Est-ce qu'ils le traitent bien comme ils le traiteraient bien un parc bien structuré, ou ça devient plus facilement un lieu où les gens jettent ou vandalisent? C'était juste une question. Je suis pas sûr de savoir répondre. Je sais que non, j'entends. Je sais que ce projet-là
a été plutôt très bien accepté, que ce sentiment de la nature-là, pour en avoir discuté avec le directeur du centre d'art, pas que avec les élus, a trouvé que c'était vraiment une transformation assez radicale des lieux. Et je sais que sur Gennevilliers, où justement le projet a été long, je crois que quand ça a été livré, les retours qu'on a eus, c'est qu'il y a une espèce de vraie surprise sur tout d'un coup, il y a un vrai sentiment très très fort de nature, quoi. Et qui est donné à la fois par ces plantations d'arbres, en rideaux d'arbres, en bosquets, et à la fois la présence des rochers. Je crois qu'il y a eu une vraie surprise, et qu'à Gennevilliers, donc il y a ces systèmes de joints enherbés, et en fait, il n'y a pas que on contrôle pas exactement, et il y a une acceptation en fait, avec la manière dont ça a été dessiné, il y a une acceptation des plantes qu'on dirait mauvaises herbes, indésirables, qui est au fond qui choque personne, quoi. Et je suis agréablement surpris de ça, quoi. Je pense que c'est aussi une longue évolution, c'est-à-dire que je pense que Gilles Clément a sûrement œuvré aussi pour faire accepter à tout le monde ces questions-là. Il y a la ville de Rennes, je pense que ça fait très très longtemps aussi, qui trouve plein de stratégies pour faire accepter d'autres types de plantes, qui fait des balades botaniques de failles d'enrobés. Il y a même, je crois qu'on m'a dit que même Truffaut maintenant vendait à une prairie fleurie spéciale faille minérale. C'est-à-dire que comme vous êtes chez vous, vous n'avez plus le droit d'utiliser du désherbant chimique, il va bien falloir, soit on accepte en fait que ce qui pousse et que c'est une qualité. Ça me fait un peu penser, il y a un artiste qui fait ça dans l'enrobé, il met des petits cailloux comme ça, colorés, une petite mosaïque colorée, quoi. Et donc tout d'un coup, c'est comme la réparation japonaise où il dore la faille, quoi. Et donc tout d'un coup, toutes ces failles, en fait, au lieu ça va être la patine du temps, l'enrichissement par la patine, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu au fond à votre question, mais je ne sais pas si je sais y répondre. Et je crois que dans ces projets-là, il y a eu vraiment une acceptation. J'ai l'impression, des habitants. Et puis c'est comme c'est des projets qu'on fait par phase. On a d'abord livré cette première phase et on est en train de livrer la phase derrière. On n'a pas eu de réaction en nous disant surtout arrêtez de faire ça. Changez-nous immédiatement le plan de plantation. Donc je pense que non, ça fait partie. Et ce que je trouve assez exaltant aussi en ce moment dans la manière de dessiner les espaces publics, c'est que j'ai l'impression qu'on a une liberté comme ça de les dessiner un peu différemment et que non, je me demandais seulement si ça venait vandaliser, si c'était trop structuré ou il n'y a pas de retour. On restera dans ce matin peut-être. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est vrai que de toute façon, cette envie de cultiver la nature en ville pour rafraîchir les espaces, maintenant, c'est une envie que tous les citoyens ont, et on ne parle même pas d'esthétique, c'est presque de l'urgence. On parle de droit à la fraîcheur. En fait, les citoyens veulent avoir accès en fait à la fraîcheur. Donc, il y a une grande acceptation quand même en ce moment qui s'accentue dans les villes pour cultiver la nature, et la nature comme un écosystème, comme quelque chose tu parles de sensation, de sentiment de nature, et pour qu'il y ait ce sentiment, c'est vrai, il faut pouvoir l'installer, quoi. C'est une manière d'installer. Mais ce que je trouve très intéressant, ce que j'ai remarqué ça dans certaines commandes, c'est qu'il y a maintenant des communes rurales qui ont besoin aussi de réfléchir à cette nouvelle esthétique de nature dans les espaces publics, parce que finalement, dans des communes périurbaines qui sont entourées d'agriculture très rurale, on peut dire une ruralité, eh bien, les espaces publics sont très minéraux, il y a beaucoup de ronds-points, on se retrouve avec des centres-villes, avec des grosses boulangeries qui sont des boîtes, des ronds-points, donc vraiment, parce que c'est l'univers de la voiture aussi, et que finalement, voilà, donc là, il y a aussi un retournement, finalement, cette nouvelle nature en ville fait école, je crois, pour certains villages ruraux. Qu'en dit notre paysagiste de la ville de Paris ? Bonjour. Merci pour cette conférence. Bravo pour la qualité des démarches de projet et la rigueur plastique qui vraiment se dégage aussi des réalisations que l'on voit
au travers de ces différents documents et photos. J'avais une question, en fait. J'ai été très interpellé par le projet que vous avez fait de place agricole. Vous avez montré un moment. J'aurais aimé en savoir plus un peu sur le cadre de ce projet, les types d'acteurs qui étaient présents autour de ce projet et de cet espace que vous avez montré. Donc, de la communauté urbaine de Nancy, à cheval entre 3 communes. Voilà, donc c'était piloté par la communauté urbaine. Et donc, on avait réalisé un peu une première étude là-dessus. Et à partir de cette étude, on a refait ce travail-là, voilà, en partie en s'inspirant, avec le travail qu'on avait fait avec la Chambre d'agriculture. C'est un projet qui aujourd'hui a du mal à aboutir il n'y a pas un consensus entre les 3 communes. Ouais, mais c'est là où on se rend compte que, on est tous, un certain nombre, je pense, inspirés quand même par la manière dont, au XIXe siècle, on dessinait la ville par les espaces extérieurs et que l'urbanisme agricole, que ce soit dessiné d'ailleurs par des architectes et des paysagistes. Wright a fait des dessins de Broadcare City, voilà, d'urbanisme agricole, quoi. Alors, les dessins étaient peut-être un peu utopistes, mais entre le 5e élément et voilà. Mais c'est sûr que cette question de l'urbanisme agricole, je pense que, c'est une vraie question et c'est une vraie manière de reposer la question de comment on traite la limite entre la ville et la campagne, quoi. Avec cette idée que c'est un territoire quand même continu. Et parce que on avait dessiné là, et on le fait par ailleurs à Villerue, de dessiner vraiment le front de campagne. Donc on dessine un espace public à Villerue de 30 mètres de large. On dessine un front de campagne comme un front de mer et on regarde les champs comme un spectacle, comme disait Michel Courajou, la campagne est en travaux permanents. Mais en même temps, on se rendait compte, nous, à Nancy, c'est que si on faisait ça, qu'est-ce qu'on fait sur les dizaines de kilomètres de lisière? C'est-à-dire que comment on programme ça? À un moment, on n'a pas assez, ça a plus de sens. Et donc là, il faut réinventer autre chose, quoi. Et comment est-ce qu'on inclut l'agriculture dans l'aménagement, alors qu'aujourd'hui, en fait, la manière d'aménager est liée vraiment à la question bâtie et on a du mal à inclure la question agricole. Et là c'était un bon exemple parce que la Chambre d'agriculture était investie, était moteur, voilà, et avait envie de prendre part à cette transformation. Parce que sans ça, on voit, il y a des débats publics là-dessus. Quelle est la limite? Il y a eu des débats il y a quelques années. Est-ce que c'est à 100 mètres? À Villerue, on est à 30 mètres, c'est-à-dire les constructions sont à 30 mètres et on ne peut pas mettre de jeux d'enfants à moins de 50 mètres des champs. Mais cette question va être vraiment une question, je pense, négociée. Et je pense qu'il va falloir trouver des nouvelles manières de faire. Ouais. Et je pense que c'en est une. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question toute simple, c'est que au niveau des projets que vous proposez, je trouve qu'on sent une finesse dans le diagnostic assez poussée. Vous avez dit que pour connaître le lieu, il faut connaître les habitants. Et donc, je voulais savoir comment ça se passe dans votre agence au niveau de la maîtrise d'usage. Est-ce que vous faites appel à la maîtrise d'usage? Est-ce qu'il y a une assistance à la maîtrise d'usage? Ou est-ce que c'est simplement des concertations? Ou est-ce que vous avez un autre moyen, en fait, pour aussi bien connaître les usagers? Je pense que, et de plus en plus, que la question du diagnostic en fait devient la question essentielle du projet et qu'on a du mal à avoir toutes les informations qu'on pourrait avoir. On a fait comme ça la programmation d'un parc à Agen sur un ancien oppidum gaulois et on voulait faire passer un lidar pour qu'il nous donne les traces de l'oppidum gaulois et on n'est jamais arrivé à obtenir le lidar, quoi. Donc en fait, on a fait un dessin de parc en se disant on s'inspire de ce qui se passe dessous qu'on ne connaissait pas et que le jour où vous l'aurez fait, on redessinera tout. Et alors qu'on pouvait comme ça révéler cette question du palimpseste, des couches, et en se disant on va faire un parc historique mais agricole parce que les agriculteurs ils sont là en place, donc comment est-ce qu'on les inclut dans le dispositif? On a discuté avec eux. Nous, de plus en plus, on fait la concertation nous-mêmes
Et on a trouvé, et en fonction des gens avec qui on discute, la manière dont les choses se déroulent, on a des grands systèmes de maquettes comme ça. On met tout le programme en éléments et on discute de comment est-ce qu'on va disposer le programme, de quel est le programme. Est-ce qu'on disperse les jeux d'enfants? Est-ce qu'on fait une grande aire, plein de petits jeux? Est-ce qu'on fait que des jeux informels comme vous avez vu dans la ville? Voilà. Et donc c'est ça qui est une vraie discussion qu'on commence avec les élus et après qu'on termine avec les habitants. On fait des promenades en marchant auxquelles je crois beaucoup. Parce que je pense qu'on discute totalement différemment quand on est tous sur le lieu. Déjà, on se rend compte du lieu, des dimensions du lieu. C'est-à-dire que voilà, les maquettes aussi, je trouve, permettent ça par rapport aux images. Ou sans ça, dans les images, on n'a pas l'échelle des lieux, ce qui est, je pense, une des grandes questions à avoir. Et après, on essaye d'avoir un dialogue au fond permanent avec notre maître d'ouvrage et d'avoir les outils, voilà, pour discuter avec eux et les habitants. Mais c'est intrinsèque au projet. Enfin, pour moi, c'est une discussion de conception. C'est pas quelque chose en plus ou c'est pas. C'est comme il y a des projets qu'on vous a pas montrés, mais c'est comme la question du réemploi. C'est une question intrinsèque au projet de texture. Il y a un projet qu'on a réalisé il y a 15 ans maintenant sur une place et à Ablon-sur-Seine. Et en fait, ce qu'on a vu au début, c'est que il y avait des pavés sous l'enrobé et puis que c'était des pavés de grès de Fontainebleau. Donc on s'est dit, le pavé de grès de Fontainebleau, c'est inespéré. Enfin, on peut pas en acheter, quoi. Donc on va les réemployer. Et puis on démontait un mur qui était le mur du Castel d'Ablon, qui était fondateur de la ville. Donc on va réemployer toutes les pierres du mur. Et c'était aussi une manière d'avoir au fond cette texture et de continuer l'histoire, quoi. Qui est la phrase de Courajou que je pense que certains aiment bien, c'est arriver dans un projet, c'est comme arriver dans une conversation, il faut écouter avant d'intervenir, quoi. Et c'est ça cette question du diagnostic au fond, c'est d'arriver à avoir le maximum de matière qui fasse récit du projet, quoi. Et qui soit donc lié fatalement à la question de comment les gens se perçoivent dans un lieu. Très bien, c'est une belle conclusion. Est-ce que Benoît et Thomas, votre projet de rêve, là, ce serait quoi? Difficile. Vas-y, Benoît. Tiens, comme ça, tu as le temps de réfléchir. Le cadeau. Merci. Je dois appuyer ou non? Le projet de rêve... on a des échelles d'études qui changent. Enfin, dans l'idée, c'est d'essayer de travailler sur des grandes échelles. Je pense que ce travail du territoire pour arriver à une échelle plus fine, cette échelle de la temporalité aussi nous permet ça sur le travail, sur des grands projets, sur des quartiers. Je pense que c'est une véritable échelle de projet qu'on essaye de travailler, de développer. Et un projet de rêve, c'est aussi une maîtrise d'ouvrage de rêve. Voilà. On a des sujets extrêmement variés à l'agence parce qu'on travaille à côté de Granville, pour une commune de 250 habitants, où il y a plus de chevaux que d'habitants. Et avec Madame le maire, elle a commencé le zéro phyto en 2008, donc elle était totalement pionnière. Voilà, donc on l'accompagne dans la transformation de sa commune. Et en même temps, on va travailler à Bonneuil pour des quartiers NPNRU. On travaille en ce moment en Belgique. Enfin voilà. Et c'est en fait au fond la richesse et la diversité, en fait, des sujets qui est assez éclairant et assez stimulant. On travaille à Grigny, voilà. Mais après, je partage le point de vue de Benoît, c'est que, en fait, peu importe au fond le sujet, c'est la qualité du ping-pong qu'on va arriver à faire avec sa maîtrise d'ouvrage, quoi. Et comment est-ce que la maîtrise d'ouvrage, voilà, on dialogue avec elle et qu'on a un véritable échange avec elle. Dans les projets où il y a de l'eau, vous introduisez aussi des petits animaux aquatiques ou
aussi dans les parcs des insectes ou c'est seulement les plantes? Alors nous, on introduit, je crois qu'il y a un projet, on essaie de mettre des coccinelles, mais voilà. Et après, en fait, on introduit la qualité des habitats pour les plantes, ce qui était le cas à Lagny où les berges étaient entièrement maçonnées, c'était des perrets maçonnés. Donc à partir du moment où on a remis des cailloux avec des plantes, en fait, on a recréé des frayères à poissons. Donc on voit les pêcheurs, se réinstaller, quoi. Mais et puis à certains moments, on se fait aussi dépasser par la dynamique de la nature. Voilà, on a planté et la dynamique de la nature reprend ses droits dans les milieux humides et c'est parfait. Avec voilà, à Lagny, on a des grenouilles qui sont arrivées, on a des crapauds. Pardon, pas à Lagny, à Corbeil-Essonnes, dans le Marais, donc on est en pleine ville et en fait on a des grenouilles, on a des crapauds, on a des canards et outre les libellules, voilà. C'est la nature qui reprend ses droits. Très bien, bah écoutez, on va clôturer cette séance. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste annoncer quand même la semaine prochaine, la Fédération française du paysage organise son assemblée générale à Toulon. Et donc l'assemblée générale, c'est aussi un peu un moment de formation, de colloque, de rencontre de la profession et des problématiques. Et donc le thème sera le paysage, source de richesse. Et donc, on va parler de l'économie du paysage, des honoraires des paysagistes, combien coûte un projet de paysage, combien même on fait aussi, quelles sont les économies aussi qu'on fait avec nos projets de gestion intégrée de l'eau, etc. Enfin, voilà. Donc, tous ces sujets seront traités la semaine prochaine. Je pense que ça va être vachement intéressant. Donc, vous êtes tous invités à venir à Toulon. Et puis, la prochaine expérience de paysage sera aussi en salle dans un mois avec l'association Pascal Cribier. Voilà, merci. Au revoir.